¿Qué es para usted Francia? La Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Revolución, libertad e igualdad. Es la cuna de la libertad, por decirlo así. La ciudad de la moda. La toma de la Bastilla. Cultura. Los comuneros. Cine. Es arte, pintura, quesos. El Mayo francés. Romanticismo. De la literatura. Diderot. Víctor Hugo. De Lambert. Rimbaud, Baudelaire. Liza Minnelli tampoco francesa. No. Libertad, fraternidad y Igualdad. No es así. Es así, ¿verdad? ¿Qué es Francia? Esta pregunta nos la hacemos también, nosotros cuatro, franceses mirando a nuestro país desde afuera, desde Venezuela. Vemos a Francia como se presenta al mundo, bien vestida de sus artes, bien pintada de su desarrollo, bien contada por sus noticieros. Pero atrás del espejo mediático, ¿qué pasa con la Francia de la que menos se habla? ¿Qué queda de la Francia de los ideales de la revolución? De la Francia cuna de los derechos humanos. De la Francia modelo de conquistas sociales. ¿Qué queda de libertad, de igualdad y de fraternidad en esa Francia después de 30 años de neoliberalismo? A estas preguntas, en forma de viaje, les queremos invitar. Atrás, para atrás. El gran salto para atrás. Atrás, para atrás, 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 para atrás. Atrás, Les amants de Paris couchent sur ma chanson. À Paris, les amants s'aiment pas leur façon. Les refrains que je leur dis, c'est plus beau que les beaux jours. Ça fait des tas de printemps et le printemps fait l'amour. Protégez votre pouvoir d'achat santé. à l'attaque. Le prix du choix est plein de promos. À petit prix. En plus, il y a 3000 € de chaussures à gagner. À l'attaque. Le prix à petit prix. À petit prix. Sony vous rembourse jusqu'à 200 €. À l'attaque. Le prix. Parce que l'essai fait partie de la vie. Prévoyons ensemble en toute sérénité. Ensemble en toute sérénité. Notre pays compte aujourd'hui 8 millions de pauvres. Des milliers et des milliers de sans-abri. 200 000 personnes qui n'ont absolument rien. L'espérance de vie moyenne pour les catégories populaires est en train de baisser. On ne parle jamais de ça quand on parle des pays développés.
Jean-Luc Mélenchon es dirigente político. Decepcionado por la socialdemocracia francesa, se alía al Partido Comunista en 2008 para crear el Frente de Izquierda. Sus propuestas se inspiran directamente de los procesos progresistas de América Latina. Sur le plan social, c'est une régression. Tous les droits fondamentaux sont un après l'autre rognés ou détruits. Alors que notre pays est plus riche qu'il n'a jamais été de toute son histoire. Il produit aujourd'hui aux alentours de 2000 milliards d'euros par an. Una regresión, una destrucción de derechos fundamentales. Aunque se vista de lentejuelas para Navidad, Francia no parece estar de fiesta. ¿Dónde se quedaron los ideales del modelo social francés? Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Será que, como al pobre Rousseau, uno de los inspiradores de la revolución, estos ideales se quedaron empotrados en un escaparate de lujo? On est là comme si on était chez nous. Nous sommes actuellement dans le Fouquet's Barrière, un nouveau palace où le président Sarkozy a fêté en 2007 son élection à la présidence de la République. Monique y Michel Pinson son sociólogos, especialistas de la alta burguesía francesa. Su último libro, El presidente de los ricos, denuncia la política a favor de la oligarquía implementada por el actual gobierno francés. C'était un des problèmes de cette fête ici au Fouquet, qu'un président de la République choisisse un lieu aussi luxueux, aussi marqué socialement, pour fêter son élection par l'ensemble du peuple. L'ensemble du peuple n'a pas sa place ici. La France était beaucoup moins inégalitaire pendant ce que l'on a appelé les 30 Glorieuses, c'est-à-dire après la libération, il y a eu une période de développement de la France de 1945-50 jusqu'à 1980. Et à ce moment-là, il y avait véritablement un État protecteur, un État redistributeur des richesses. On pourrait dire que la France était une véritable social-démocratie. Después del gran trauma de la Segunda Guerra Mundial, y gracias al papel que tuvieron los partidos de izquierda en la liberación, se reconstruyó el país sobre bases nuevas. Escrito en la clandestinidad por los grupos que luchaban contra la ocupación nazi, el programa del Consejo Nacional de la Resistencia fue el marco de este nuevo modelo. Preparaba la creación de una verdadera democracia política, económica y social. Se titulaba Los Días Felices. Los principios eran la nacionalización de los principales medios de producción, la planificación económica, la creación de planes de jubilación y de seguridad social, la garantía de acceso a la cultura y educación para todos, y la creación de servicios públicos eficientes. Que dans tous les cas, l'intérêt particulier cède devant l'intérêt général, que les grandes sources de la richesse commune soient dirigées et exploitées non pas pour le profit de quelques-uns, mais pour l'avantage de tous. Este discurso lo pronunció el general de Gaulle, entonces presidente del gobierno provisorio, en septiembre de 1944, es decir, hace casi 70 años. Pero hoy, ¿qué está pasando? Bernard Cassen es periodista. Fundador y presidente honorífico de la asociación ATTAC, es uno de los teóricos del movimiento anti-globalización. Ce qui a été possible au lendemain de la libération grâce à, disons, à l'irruption populaire, eh bien, a été petit à petit, mécaniquement, systématiquement détricoté jusqu'à n'être plus que l'ombre de lui-même. Et on voit avec le gouvernement de Sarkozy un démantèlement systématique de toutes les avancées sociales, une par une,
diminution, abaissement des services publics, diminution du nombre de fonctionnaires, baisse de la qualité des soins, baisse de la qualité de l'éducation, augmentation de la durée du travail, etc. etc. Il est en train de ramener la France à ce qu'elle était il y a je ne sais combien de dizaines d'années. Estamos en la Casa de los Sindicatos de París para asistir a un foro que denuncia el desmantelamiento de estos servicios públicos. Lo apadrina Stéphane Hessel, resistente durante la Segunda Guerra Mundial y corredactor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 2010, publicó un libro titulado Indígnense, que inspira el movimiento de los indignados en España. Le climat général de cette République, qui est devenue une république de riches, qui se fiche pas mal de la situation des pauvres, une république de la privatisation, qui ne protège pas les services publics comme ils doivent être protégés, c'est contre cela que l'on est nombreux à protester. Durante este foro, que agrupa servidores públicos, encontramos a Bastien Casal, un maestro de escuela primaria. Ingeniero de formación, decidió trabajar de docente para defender los valores de la escuela pública. Nos explica su lucha contra las reformas neoliberales que afectan al sistema educativo. L'ensemble des services publics sont actuellement passés à la moulinette libérale qui vise à individualiser les parcours, les individus, à ne les voir plus que sous terme de compétences, à évaluer leurs compétences, à leur fixer des objectifs. Et donc ça va dans le sens d'une pression accrue du futur travailleur. Justement, le point le plus inquiétant des réformes actuelles, eh bien là, c'est que dès l'arrivée en maternelle, donc à partir de 3 ans, les enfants sont inscrits dans un registre national, ils se voient attribuer un identifiant qui va les suivre toute leur scolarité. Et même au-delà, puisqu'il y a la possibilité de conserver les données pendant 35 ans. Donc c'est un véritable contrôle social généralisé qui s'instaure dès la maternelle. Donc la mission de l'école qui avant était de permettre aux enfants d'être préservés, un peu de sortir du milieu social, etc. Et bien là, on voit que l'école a pour mission de graver ça dans le marbre, de graver leurs acquis, leur évolution, pour quelles conséquences par la suite. C'est là que nous sommes très inquiets en tant que professionnels de l'enseignement. Otro sector representado en el foro es el de la energía, con la presencia de Dominique Liot, un trabajador de electricidad de Francia, empresa estatal en proceso de privatización. Lucha para defender el derecho a un mínimo de energía para todos. Même l'hiver aujourd'hui en France, ça il faut le savoir, on coupe l'électricité aux personnes qui sont démunies. Aujourd'hui, la coupure est prévue pour faire rentrer de l'argent, comme n'importe quelle société privée qui veut faire le plus de bénéfices, sachant qu'aujourd'hui, à EDF, Société Anonyme, comme à Gaz de France-Suez, il y a des actionnaires privés à qui il faut verser des dividendes. En un país donde la temperatura puede bajar a menos 30 grados en invierno, 3,5 millones de familias son incapaces de pagar sus facturas. Alors que ça, c'était quand même un des fondements du programme du Conseil national de la résistance, à savoir que les services publics avaient essentiellement comme mission de répondre à des besoins essentiels, l'électricité et le gaz faisant partie de ces besoins essentiels. Al defender los valores del servicio público, estos trabajadores se encuentran en conflicto con un gobierno vendido a las tesis neoliberales. Tout citoyen doit avoir droit à l'électricité et au gaz, surtout ceux qui ne peuvent pas payer. Et donc, dans ce cadre-là, on fait un certain nombre d'actions qu'on appelle les actions Robin des Bois, où on remet l'électricité à ceux qui ont été coupés parce qu'ils ne pouvaient pas payer. Des directeurs d'école refusent d'entrer les enfants dans cette base élève. Donc là, la hiérarchie intervient en disant que c'est un devoir d'obéissance que nous avons, c'est une de nos missions, nous devons obéir, nous devons les rentrer dans base élève. Ben moi, j'ai pris 3 semaines de mise à pied avec privation de salaire. À la rentrée suivante, je n'étais plus directeur d'école parce que je bloquais sur cet aspect du fichage. 42 licenciés pour avoir fait grève. Donc c'est vraiment une machine répressive, nous n'avons aucune écoute, aucune discussion possible, c'est uniquement un fonctionnaire obéi. Bon voilà, c'est aussi ça ce qui est devenu le service public aujourd'hui. Donc ce qui n'est absolument pas pour nous acceptable, puisque nous sommes loyaux envers les missions de service public que nous avons choisi d'exercer. Estos servidores públicos, con sus luchas,
tratan de mantener vivas estas tres palabras, para que no terminen como un lema vacío. Un indicador concreto de la vigencia de estos valores es la salud. Francia tiene la fama de tener uno de los sistemas de salud más justos y solidarios del mundo, a través de la seguridad social. Un sistema que tiene como propósito asegurar a todos los habitantes del suelo francés una salud gratuita de calidad. Estamos en la Salpêtrière, uno de los símbolos del sistema de salud francés, para hablar con Bénédicte Malauran. Socióloga y trabajadora social, Bénédicte se dedica a la defensa de los derechos sociales y humanos. Avoir une conscience du service public, c'est quand même l'esprit de Rousseau qui plane là-dedans. C'est quand même les Lumières aussi. C'est quand même ce qu'il y avait de beau en France et c'est aussi pour ça qu'on a servi de modèle. En 1945, c'est le Conseil national de la résistance qui a voulu que tous les Français soient égaux dans les soins, dans la douleur, dans la souffrance. Tout était à refaire, il fallait serrer les coudes. Il y avait un immense élan de solidarité et la sécurité sociale s'est mise en route à ce moment-là. Et ça, c'était très important que ça ne soit pas que des cotisations prises en charge qui soient tirées sur le travail salarié, mais c'était aussi sur le profit. C'est-à-dire qu'il y avait une morale économique qui montrait que eh bien, les patrons, ils n'avaient pas à faire que des profits, mais ils devaient aussi participer à l'effort de sécurité sociale. En su afán de asegurar nuevos mercados a las empresas privadas, los gobiernos neoliberales sucesivos organizaron el repliegue del Estado en la gestión de la seguridad social, en beneficio de las compañías de seguros privados. Ce qu'on risque d'avoir, c'est une privatisation. Et c'est comme ça qu'on assiste à une dégradation du système. Donc on voit bien qu'on est dans un système d'installation d'une misère sociale. Hein. Et pourtant, l'argent, il est là, et c'est les choix politiques qui ne sont pas faits là où on peut les faire, je pense. Ya no hay manera de ilusionarse. Lo que viven los servicios públicos en Francia es un ataque drástico, un desmantelamiento metódico. Bon, on a pris un engagement sur l'ensemble du quinquennat de Nicolas Sarkozy de ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux. Son 34.000 empleos públicos que desaparecieron en 2010, bajando la calidad de los servicios públicos en la misma medida. De 1.500 a 3.000 aulas de escuelas primarias serán suprimidas en el próximo año escolar. 50 hospitales públicos están amenazados. Hace 30 años, Francia tenía cerca de 1.400 maternidades. 60% han sido cerradas. Pourquoi supprimer les maternités? Je vais vous prendre cet exemple parce qu'il est spécialement scandaleux dans un pays développé comme le nôtre. Donc la mortalité infantile va augmenter. Esa es la pregunta. ¿Por qué? El gobierno usa como justificación un déficit crónico para dejar de invertir en los servicios públicos. Y los medios, como loros, repiten. Le déficit public. Déficit. Un déficit exceptionnel. S'il y a un déficit, il y a deux manières de régler le déficit. Comprimer les dépenses ou augmenter les recettes. Vous, comme travailleur, ce n'est pas vous qui décidez de votre salaire, mais un État, il décide de ses revenus par l'impôt. Les entreprises n'ont jamais été aussi riches de leur histoire. Là, aujourd'hui, les 40 premières entreprises françaises ont une réserve de 180 milliards d'euros. 180.000 millones de euros en reservas es más que la suma del Producto Interno Bruto de Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Cuba. Écoutez bien, ça va vous paraître incroyable, ils ne savent pas quoi en faire. Le 7 mai 2007, nous sommes très tristes de la situation et nous décidons, Michel et moi, de tenir un journal quotidien où nous allons recenser tous les cadeaux que la présidence de Nicolas Sarkozy ne va pas manquer de faire à ses amis les plus riches. Et je peux vous assurer que nous n'avons pas été déçus. Un documento de la Contraloría General Francesa
considera que son más de 172.000 millones de euros que se evaden de los fondos del Estado por las deducciones fiscales que el gobierno de Nicolas Sarkozy regaló a las empresas y a los más ricos. En comparación, el déficit de la seguridad social es de 29.000 millones de euros. En ce moment, nous sommes dans une période noire de notre histoire. C'est-à-dire que le partage de la richesse s'est brutalement déséquilibré du côté du capital et au détriment du travail. Donc il y a l'apparition, par exemple, de travailleurs pauvres. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un emploi, y compris d'ailleurs dans l'administration, de la ville de Paris, par exemple, et qui ne peuvent pas, à cause de la cherté des loyers et des logements, ne peuvent pas se loger. C'est un phénomène qui est quasiment sans précédent dans notre histoire. Et nous sommes donc passés maintenant d'une répartition à 60 pour le travail, 40 pour le capital. Ce sont des proportions gigantesques, car les 40% en question sont répartis sur très peu de gens, et le 60% de la richesse répartie sur beaucoup de gens. Donc voilà l'état des forces dans la France d'aujourd'hui, une classe dominante très solidaire et très conquérante, et le reste des classes moyennes et populaires, qui est un peuple laminé, un peuple désespéré, sidéré par le cynisme et la nouvelle violence dans les rapports sociaux qui s'est ouverte précisément ici, dans cet hôtel, le Fouquet's, le 6 mai 2007, avec l'élection de Nicolas Sarkozy. Clase media debilitada, ricos haciéndose más ricos, pobres cada vez más numerosos, servicios públicos descompuestos. Los ideales de la posguerra parecen estar todos en retroceso. En París hace frío, vamos rumbo al sur a ver si un poco de sol recalienta el lema libertad, igualdad y fraternidad. Estamos en Marsella, segunda ciudad de Francia, puerto del mar Mediterráneo, a pocos kilómetros de la Costa Azul. 1,5 millones de habitantes, 60% de las personas en viviendas precarias, 19% de desempleo. Para hablar de la situación del empleo en Francia, encontramos a Nils Solari y a Gilles Robic. Nils es periodista. Después de varios años investigando sobre empresas recuperadas en Venezuela y Argentina, regresó en el 2005 a vivir y trabajar en Marsella. Je suis diplômé d'une grande école, j'ai 2 diplômes de l'enseignement supérieur, bientôt 3, mais que dans ma recherche de boulot sur Marseille, j'ai jamais eu d'emploi salarié. Le parcours classique, c'était de passer par l'enseignement ou pas et d'avoir un boulot sur 30, 40 ans et d'aller à la retraite. Ça a été érigé comme une norme. On fonctionne encore une fois avec cette idée que c'est la norme, or ça ne l'est plus, ça l'est de moins en moins en fait. Gilles es director escénico. Al igual que a Nils, lo conocimos en Venezuela cuando desarrollaba un proyecto participativo de creación teatral. Tiene cada vez más dificultades para vivir de su trabajo. Les modifications de l'état du marché et des rapports sociaux tels qu'ils étaient constitués, à savoir qu'on avait un travail sur des horaires, des choses comme ça, même si les horaires pouvaient être décalés ou des choses comme ça, il y avait une espèce de préformatage dans lequel ça s'insérait et à l'intérieur duquel ça travaillait. Tout ça est en train de voler en éclats et ce qui se passe, c'est que ben voilà, tout le monde en fait les frais. Les familles en font les frais, les enfants en font les frais. En Francia, 30% de la población activa está desempleada o en situación de trabajo precario. Más de 30% de los menores de 25 años no encuentra trabajo. Les rares propositions qu'on m'a faites, c'est soit aller vendre des sapins de Noël au moment de Noël, donc un boulot très temporaire et qui, comme ce que disait Gilles, correspond en rien à ce pourquoi j'ai été formé au départ. Et non pas que je veuille pas le faire, hein, j'ai postulé, hein, j'ai jamais eu de réponse. Et la deuxième proposition qu'on m'a faite, c'était de devenir conseiller en insertion professionnelle.
On est comme les autres, hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On propose un boulot, tu vas prendre ce boulot-là. Mais la situation continue de se dégrader. La sécurité sociale recule, tu as de plus en plus de frais de mutuelle qui rentrent, tu es obligé de prendre des assurances privées tous les mois pour payer. En paralelo al desempleo de masa, se generalizó la flexibilidad en el mercado del trabajo. Hoy, 80% de las contrataciones son temporales. Por primera vez en 50 años, con el empleo temporal masivo, trabajar no implica garantizarse un nivel de vida mínimo. Más de 2 millones de trabajadores viven en la pobreza. Là, moi où je travaille dans les quartiers nord, il commence à y avoir des taudis qui se construisent, des maisons de carton qui sont là. Alors on va faire intervenir les flics et les gens vont aller se cacher dans les tunnels. Mais quand tu fais le chemin à pied le matin, tu les vois qui se sont déplacés de 200 mètres. Quand tu passes en voiture, tu ne les vois plus. Mais la réalité, elle continue d'être là, elle continue de travailler. Les contradictions à l'intérieur, du fait de la concentration du capital, continuent de travailler. Tout le miracle, les promesses que nous ont tenues les dirigeants politiques, économiques, sur la base de se présupposer que l'emploi serait une situation généralisée, que si en gros tu ne trouves pas du boulot, c'est parce que tu ne veux pas bosser, je trouve que c'est profondément violent. C'est l'agonie, l'Europe est à l'agonie. Est à l'agonie par un déphasage. La question elle est maintenant de est-ce qu'on arrivera à faire une contre-proposition ou est-ce que tout le monde va s'adapter à cette réalité-là. Voilà, je trouve que c'est là où il faut qu'on travaille. Est-ce que voilà, on va encore faire preuve d'une grande adaptabilité ou est-ce qu'on va essayer de proposer d'autres solutions? Adaptarse al mercado laboral, aceptar el trabajo precario, ser flexible, fueron los lemas de 30 años de propaganda neoliberal. S'il y a un taux de chômage élevé en France, c'est parce qu'il y a un excès de réglementation du marché du travail et un excès de fiscalité. C'est-à-dire toutes les rigidités. Capital humain. Marché du travail. Processus de croissance. La flexibilité totale dans le travail. Je crois qu'on ne peut pas échapper à la réalité. De l'accroissement de l'efficacité. Il faut être très déterminé pour s'y adapter. Pour le travail à mi-temps, à quart-temps, à tiers-temps, le travail du samedi, du dimanche, l'hiver, l'été. Donc il va falloir se serrer la ceinture. Con la justificación de la crisis mundial, el gobierno francés empuja al pueblo a sacrificar sus derechos con el fin de participar al esfuerzo común. Pero ¿qué tan común es el esfuerzo? Tout le monde ne souffre pas de la crise, bien loin de là. Au contraire, les riches s'enrichissent beaucoup plus. Alors, il y a un dysfonctionnement par rapport aux besoins des citoyens, ça c'est clair. Mais ça, c'est le cadet des soucis des capitalistes. On est en train de contracter l'économie de toute l'Europe. Le FMI applique partout les mêmes recettes. Diminution des impôts, diminution des dépenses des États, partout, partout, partout. Or, le premier investisseur, ce sont les États. Le premier filet sociaux, ce sont les États. Donc, nous allons à la catastrophe. Il y a toute une panoplie de mesures qui sont prises aussi bien en Grèce qu'en Irlande, qu'en Espagne, au Portugal et aussi d'ailleurs en France, qui consistent à faire payer le coût de la crise aux populations. Il n'y a pas d'autre destin pour l'instant promis au peuple d'Europe que des souffrances sans fin. Voilà. Mais comment peuvent-ils être assez stupides pour croire que ça va se passer comme ça ? Si la majorité d'une société est pauvre, la majorité de la société va voter contre les riches, va voter pour des solutions politiques elles-mêmes socialistes. Alors comment l'empêcher tout en restant démocratique? Ignacio Ramonet es periodista, especializado en geopolítica y crítica de los medios de comunicación. Propuso el lema Otro mundo es posible de los foros sociales mundiales. L'instrument qui va permettre que le capitalisme continue de se développer, même s'il est hostile à une grande partie de la société, même s'il aliène, comme dirait Marx, une grande partie de la société, c'est parce que cette aliénation va être redoublée par une autre aliénation, qui est l'aliénation des médias de masse, qui vont persuader les aliénés qu'ils sont heureux, qu'ils vivent dans le meilleur des mondes.
C'est moi qui décide. Para entender mejor la función de los medios de comunicación, vamos al periódico alternativo CQFD, que denuncia el papel anestésico de los medios dominantes y desarrolla una información de crítica social. François Mallier, uno de sus redactores, llegó al periodismo decepcionado por la prensa francesa. Su deseo, participar en una prensa totalmente independiente. Patrick Lelay, l'ancien PDG d'une ancienne chaîne publique qui a été privatisée en 1985. Et Patrick Lelay a déclaré en 2004-2005 que ce qu'ils vendaient en fait à TF1, c'était du temps de cerveau disponible. Donc ce qu'ils vendaient aux publicitaires. C'est-à-dire leur métier, c'est d'accrocher les gens devant leur chaîne et après de vendre, d'accrocher les gens et de vendre des espaces publicitaires. Voilà. Après la guerre 39-45, il y a une loi qui est sortie qui permet à des petits titres d'exister sans être complètement censurés par le pouvoir de l'argent en fait, par le fait que pour être diffusé, ça coûte quoi. Et ça c'est une loi qui est remise en question actuellement depuis plusieurs années et d'une manière de plus en plus prégnante aujourd'hui. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, Francia contaba con 179 periódicos de información. En 2005, solo quedaban 65. La prensa francesa se concentró en 9 grupos, principalmente en manos de banqueros e industriales, entre los cuales 2 también fabrican armas. Une presse qui appartient à un marchand de canons, par exemple, est fait par des gens qui, de manière intrinsèquement, pas le même point de vue que la classe ouvrière, que les précaires, que les chômeurs. Nicolas Sarkozy, un président ferme, courageux, qui tient la ligne, qui prend des mesures nécessaires. Une manifestation importante, mais sans lendemain. Le point de vue des médias dominants sur des grèves, c'est d'abord les blocages. Les informations commencent par aujourd'hui, vous êtes à Gare du Nord, il n'y a pas un train qui roule. Une centaine de chefs d'entreprise se sont réunis dans le calme contre le blocage du pays par les grévistes. Un chiffre aussi à retenir, 20 millions d'euros par jour, c'est ce que coûte la grève à la SNCF. Mais rarement ils vont rentrer dans le détail pour expliquer mais pourquoi les gars font grève, qu'est-ce qui se passe, c'est-à-dire attaquer par le sujet de politique avant de faire le fait divers. Mes enfants sont obligés de partir à 6 h du matin, vous croyez que c'est de la liberté, ils ne peuvent pas circuler? Nous sommes dans une dictature des syndicats, des minoritaires. Nous sommes dans un pays fasciste de gauche. Non, c'est des fainéants, c'est des enculés, c'est des moins que rien. Effectivement, un journaliste dans la grande presse actuellement fait partie d'une classe dominante. Et il défend, ce qu'on disait tout à l'heure, il défend les intérêts de sa classe par son activité professionnelle. Un modelo social en descomposición, un desempleo de masa que arrincona a los trabajadores y unos medios de comunicación al servicio de intereses dominantes. Aunque la situación social sea explosiva, el sistema neoliberal logra mantener el status quo. Sigamos nuestro viaje a ver cómo libertad, igualdad y fraternidad se las arreglan. Llegamos a Grenoble, al pie de los Alpes. Reputada por ser la ciudad de la innovación social y técnica, cuenta con 65.000 estudiantes, 3 universidades públicas, 73 laboratorios de ciencia y tecnología y 2.000 cámaras de vigilancia.
Con 2.000 cámaras instaladas en la vía pública y 6.000 previstas para fin de 2011, Grenoble es el laboratorio de la tecnología aplicada a la vigilancia. Pero ¿a quién están vigilando? Etienne Dua es sociólogo, especialista en el campo de la educación. Su trabajo lo llevó a investigar sobre las nuevas formas de control ejercidas sobre los sectores populares. Pendant effectivement que se développe une grande précarité et donc potentiellement peut germer un élan de résistance par rapport à ces conditions de vie, voilà, la gestion de tout ça, parce qu'on peut parler de gestion, c'est effectivement surveiller, savoir où en sont les corps, hein, les filmer, les repérer. Ces corps, ça peut être des casquettes, ça peut être des tenues, ça peut être des façons de bouger, voilà, qui effraient les gens. Et l'idée, c'est effectivement de cantonner ces corps-là dans des espaces bien circonscrits. Et moi, il me semble qu'on est en tout cas dans une logique ségrégative très forte qui se renforce de protection. Voilà, et de relégation. Voilà, de relégation, c'est-à-dire que les classes populaires, on les envoie en banlieue. Hein, la banlieue, étymologiquement, c'est le lieu de relégation. Il n'est pas forcément question de changer l'ordre, justement, puisque le libéralisme est évidemment très lié au conservatisme. Donc l'idée, c'est plutôt de cantonner ces jeunes dans ces espaces-là, savoir où ils sont, à peu près gérer le truc, hein, par différents moyens, pour que, par ailleurs, le modèle économique dominant puisse se déployer et se prospérer tranquillement. On les appelle les grands ensembles, on les appelle aussi les villes dortoirs. Elles doivent permettre aux familles de vivre loin de l'agitation et de l'air malsain des grandes cités. Elles existent dans le monde entier. Les urbanistes et les sociologues leur consacrent des volumes et des congrès. Les grands ensembles sont-ils un mal nécessaire ou un nouvel aspect du plaisir de vivre? Ce sera, si vous le voulez bien, à ces enfants de répondre dans quelques années. Los suburbios de las grandes ciudades francesas presentan una tasa de desempleo 2 veces mayor al promedio nacional. Un 40% de desempleo para los menores de 25 años. En comparación con el promedio nacional, los barrios populares triplican la cantidad de personas viviendo en situación de pobreza. Nos dirigimos hacia Villeneuve, el barrio de Grenoble donde me crié. A nivel nacional, Villeneuve fue un proyecto ejemplar del buen vivir. Con los años y el fin de las políticas sociales del Estado, Villeneuve se convirtió en una zona de exclusión. El 14 de julio de 2010, la policía mató, al pie de un edificio del barrio, a un habitante implicado en el atraco de un casino. Después de 2 noches de enfrentamientos entre jóvenes y comandos de policía, el ministro del Interior llegó a Grenoble prometiendo mano dura. La brutalidad de la intervención policial generó una tensión tan fuerte que nos obliga a apagar la cámara. Effectivement, pour l'instant, en tout cas, il est assez difficile de filmer dehors parce qu'il y a énormément de tension sur le quartier. Alors la tension, elle est due à une présence policière très forte depuis au moins 2 mois. Et du coup, les jeunes sont sous tension, très remontés. Para tratar de entender cómo Villeneuve pasó de una utopía social a una zona roja de exclusión, hablamos con Vincent Manuguera. Defensor de la educación popular, hoy en día es director de la Casa Comunal y trabaja con los jóvenes de Villeneuve. La création de la Villeneuve, elle est d'abord l'aboutissement de toute une période française où l'éducation populaire en France était importante. C'était l'idée que tout le monde s'éduque ensemble et fasse avancer
la nation française. Cette utopie-là était une utopie autant sociale qu'urbanistique. Ce qui a fait que l'utopie a basculé, c'est que le chômage est arrivé en France de manière très forte et fait que les gens ont eu moins de moyens pour vivre. Ceux qui pouvaient partir et qui avaient le choix de partir de la Villeneuve sont partis, mais eux le pouvaient. Ceux qui ne pouvaient pas partir sont restés, et ceux qui sont arrivés étaient de la même catégorie socio-professionnelle. Donc du coup, on s'est retrouvé effectivement avec une population qui était en déshérence, qui était en grande difficulté, dans un isolement parfait ou presque parfait, et exclu non seulement du monde du travail par l'effet économique, mais aussi exclu du monde social. El 30 de julio de 2010, el presidente Nicolas Sarkozy ofreció una rueda de prensa que quedará como el marco de una nueva política represiva hacia los barrios populares. Grenoble vient de connaître une flambée de violence sans précédent. La délinquance actuelle ne provient pas d'un mal-être, comme je l'entends dire trop souvent. Il ne faut surtout pas continuer à abandonner les jeunes comme on les a abandonnés depuis des années. Ce n'est pas un problème social, ce qui s'est passé. Il ne faut pas imaginer que c'est des mômes qui ont plus aucune inhibition. Non, ils ont peur, ils sont dans la trouille. Si on ne va pas vers ces mômes-là, évidemment qu'ils vont s'engager là-dedans parce qu'il n'y a rien d'autre. La guerre que j'ai décidé d'engager contre les trafiquants, contre les voyous, cette guerre-là, elle vaut pour plusieurs années. Ceux qui arrivent et qui vont être non seulement plus violents pour nous, pour les adultes que nous sommes, mais qui vont être aussi d'une violence extrême pour eux. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pas peur de mourir. Voilà, c'est ce qui est arrivé au mois de juillet. Voilà. C'est une guerre nationale. Pour eux, c'est la seule action valable contre la délinquance, c'est pas de travailler sur la cause, elle travaille sur les faits. Donc, pour eux, la délinquance, c'est d'abord une action de répression, et c'est seulement une action de répression. Donc là, je pense que la présence policière, c'est une chose, mais qu'elle soit de cette puissance-là et qu'elle ne soit pas accompagnée par une action de prévention très forte en même temps, là, effectivement, il y a un problème dans le temps qui ne va pas être résolu. C'est clair. De même, nous allons réévaluer les motifs pouvant donner lieu à la déchéance de la nationalité française. Je prends mes responsabilités. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie. Mais c'est absurde. La règle, c'est français un jour, français toujours. La loi s'applique de la même manière à tous, quels que soient vos ancêtres. Sinon, on va remonter jusqu'à quand? Et puis, pourquoi faire le tri entre nous, entre Français d'origine? D'origine quoi? Qui est d'origine de quoi dans ce pays? Nous sommes le pays record d'Europe des mariages mixtes. Record d'Europe. Nous sommes le pays où chaque famille a au moins un de ses 4 grands-parents qui est d'origine étrangère. Donc ça n'a aucun sens de vouloir trier les Français à partir d'une souche, d'une race ou de je ne sais quoi. La nationalité française se mérite et il faut pouvoir s'en montrer digne. Quand le chef de l'État met le doigt dans cet engrenage, il crée une situation absolument inouïe de violence potentielle entre Français. C'est d'autant plus ridicule que le président de la République lui-même, son père, est un citoyen hongrois naturalisé français. Je me dois de le dire, nous subissons les conséquences de 50 années d'immigration insuffisamment régulée. La condition de base du capitalisme, c'est d'éparpiller la population, de la dresser les uns contre les autres, pour que la concurrence libre et non faussée qui règne dans le domaine de la circulation des marchandises règne aussi parmi la population, qu'elle ne s'unifie pas. Et donc il reçoit le concours des racistes, qui bien sûr tous les jours viennent expliquer que celui qui n'a pas la bonne couleur de peau est le vrai ennemi, parce qu'il vaut mieux pour le capitalisme que l'ennemi ce soit celui qui n'a pas la bonne couleur de peau que le banquier. Efectivamente, como en otros momentos oscuros de la historia francesa, el extranjero y hasta sus hijos nacidos en Francia sirven de chivos expiatorios, olvidando que sin ellos Francia no tendría autopistas, ni edificios, ni servicio de aseo, ni casi nadie en las fábricas. Y de igual manera,
salen otra vez discursos del más rancio racismo. Il y a à peu près 5 ou 6 millions de musulmans en France. Il est temps qu'on réagisse parce qu'on va se faire bouffer. Par qui? Par quoi? Par qui, par quoi? Il y a déjà 10 millions, hein? L'accroissement du nombre des fidèles de cette religion, un certain nombre de comportements pose problème. 10 millions que l'on paye à rien foutre. Les Français, à force d'immigration incontrôlée, ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux. Toutes les populations qui viennent de la Méditerranée, après tout, remettons-les dans les bateaux. Así declaran un ministro, un alcalde y una diputada del partido neoliberal al poder en Francia, el partido de Nicolas Sarkozy, presidente de todos los franceses. Il fait pas bon être étranger en France. Il fait pas bon être enfant d'étranger en France. Il fait pas bon d'être ami d'étranger en France. Ou amoureux d'étranger en France. Là, nous sommes dans une crise qui est quand même de très grande envergure. Les conséquences de cette crise ne font que commencer. On ne sait pas jusqu'où ça va aller, les conséquences de cette crise. On ne sait pas comment sortira la démocratie de cette crise. Le capitalisme préférera sacrifier la démocratie plutôt que se sacrifier lui-même. Anne Leila Olivier es artista plástica. Solidarizada con los indocumentados, ha marchado con ellos a través de toda Francia para reclamar sus derechos. Con su trabajo, mantiene viva la memoria de esta lucha. Moi, j'ai rencontré une femme, une malienne, qui se faisait exploiter dans une boîte de nettoyage de chambre d'hôtel. Je disais, mais c'est pas possible, mais comment tu peux pas envoyer de l'argent à ton pays, dans ces conditions? Elle me dit, si, j'envoie au minimum 50 € par mois. Parce que 50 €, c'est un sac de riz. Ou 2000, ou je sais pas quoi. Donc ça marche super bien comme système économique. C'est-à-dire que même en étant payé ça, les gens ils vont quand même venir. En cada época de crisis y de resurgimiento del racismo, una de las primeras víctimas son las comunidades gitanas. Steven, Simona, Sratka y Tinito, 4 niños gitanos, nos reciben con sus padres en este campamento donde viven sin agua potable ni electricidad. Ça fait longtemps que vous vivez ici? Oui. J'avais demandé une fois à ma mère, après j'avais dit qu'il m'a dit il est 2 jours. Oui. 2 ans. Tu pourrais demander à tes parents pourquoi ils sont venus en France? İşsizlikten evimiz yok, 13'ten geldi. Il n'a pas de travail, il n'a pas de maison. C'est pour ça qu'il a voulu. Dans Bulgarie, il donne pas de travail, des maisons, ils sont cassés notre maison. Qui est-ce qui a cassé votre maison? Les Bulgares. Mehmet Ali Dogan nació en Turquía. Por pertenecer al pueblo kurdo,
que lucha por su independencia desde hace siglos, fue torturado y encarcelado durante 6 años. Al salir de la cárcel, amenazado de muerte, tuvo que huir y pedir asilo en Francia como réfugiado político. J'avais pas mal de familles en Allemagne, en Suisse, qui voulaient absolument que j'atterrisse là-bas. Et les États-Unis, l'Australie, l'Angleterre, donc j'avais le choix. Mais bon, j'ai effacé tout, j'ai dit je veux absolument aller en France. Pourquoi en France? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'expérience française, de la Révolution française, donc de tout ce mouvement philosophique et des mouvements sociaux, etc., m'ont attiré. J'ai dit, le reste de ma vie, je vais essayer de partager cette expérience et m'enrichir de plus en plus. Bénédicte Malauran también está comprometida con la lucha de los trabajadores indocumentados, que considera como una de las más grandes injusticias del capitalismo. Voilà, c'est là. Nos acompaña a la marcha que organizan cada miércoles los indocumentados en París. Voilà, c'est ma copine, celle qui danse pendant les manifs. Ouais. La plus grande danseuse de tous les temps. Ouais. Tu as dansé tout à l'heure? Ouais. Voilà. Waouh, regarde si c'est beau. Comme c'est beau. Il est trop content. Hein. Ouais. Très très content. Nous, les papiers ici, je te jure, on les embrasse. Hein. Trop difficile à avoir. Obtener este pedazo de papel condiciona la vida de miles de extranjeros que vinieron a Francia para huir de guerras o de la miseria. C'est très difficile de vivre dans ce pays si tu n'as pas de papiers. Par exemple, si tu arrives au boulot, ils te demandent des pièces d'identité. Si tu arrives au métro, il y a des contrôles. Adama es maliense y Djibril senegalés. Son voceros del movimiento. Después de varios años indocumentados, pudieron ser regularizados gracias a su lucha. Ahora sí pueden hablar frente a nuestra cámara. Cette année, en 2010, là, normalement, l'expulsion, selon le ministère, 20 000 et poussières, ce qu'ils doivent expulser. Le drame, c'est quotidiennement des gens qui sont arrachés à leurs proches, des gens qui sont en France depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 18 ans, enfin des situations terribles, quoi. Enfin, c'est un choix politique de traiter les gens comme ça, c'est pour les maintenir dans la terreur. Enfin, parce que des gens qui ont peur, ils vont moins revendiquer, quoi. Moi, je ne suis même pas partie à l'école en Bulgare parce qu'ils veulent de l'argent, ils veulent des cahiers, c'est tout. C'est pour ça qu'on ne va pas à l'école là-bas. Moi, je suis CI2. Vous êtes ici? Ben oui, ils sont CP, je crois. Mais lui, il est CI2, lui, ici, comme moi. Moi, quand je veux grandir, je vais avoir maître quand je veux grandir. En 2004, la France m'a accordé la nationalité française. J'étais intégré, je parlais bien, j'ai enseigné, j'ai 3 enfants qui sont nés en France, etc. Depuis 3 ans, je travaille activement sur un projet de réconciliation entre le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et l'État turc. Et on a beaucoup avancé. Cette initiative a dérangé beaucoup l'État turc. En fait, l'armée turque légitime son pouvoir grâce à une organisation qui reste armée, c'est le PKK. Donc c'est pourquoi ils m'ont mis dans la liste noire.
cas, on est là pour une seule chose, pour la régularisation de tous les sans-papiers. Parce que les sans-papiers, ils sont comme les autres. Parce qu'ils travaillent, ils cotisent, ils paient des impôts comme tout le monde. Ces étrangers-là qui sont là en Europe, ils contribuent à l'économie du pays d'accueil et du pays d'origine. Du pays d'origine, parce que c'est eux qui s'investissent dans les infrastructures, la construction des écoles, la construction des dispensaires, la construction des librairies, la construction des routes. Ce sont ces sans-papiers-là qui contribuent à ça, que ce soit dans le pays d'origine ou dans le pays d'accueil. Il y a un philosophe qui s'appelle Benassayag. Il a lancé une alerte de santé publique sur les conséquences de la politique contre les étrangers sur les enfants. Et c'est marrant parce que j'ai lu son bouquin il y a 2 ans et puis je vais chez mon frère et je vois ma nièce avec une lettre au mur d'une copine, comme font les ados, Anissa, t'es ma meilleure copine, nanana. Et je lui dis, mais c'est qui cette petite? Et elle me dit, ah bah c'était une copine du collège, elle est plus là. Elle était de Tchétchénie et ils ont été chassés. Aunque los gitanos son ciudadanos europeos, en julio de 2010, Nicolas Sarkozy ordenó destruir sus campamentos y expulsarlos masivamente. On perd une fois la police, on ne peut pas dormir. Et elle va jeter du leur En solo un mes, más de 100 campamentos fueron destruidos y miles de gitanos expulsados, antes de que la ONU y la Comisión Europea denunciaran esta política discriminatoria. Ils vous ont demandé de partir? Oui, ils ont dit on tenait le papier. Un jour, il faut que vous partez. Je voudrais savoir si je pourrais passer dans 20 minutes pour la signature. Février 2010, à 6 h du matin, de la police antiterroriste, donc ils sont venus chez moi avec des armes, etc. Ils m'ont pris. J'ai tout de suite compris l'enjeu, parce que un mois après, à peu près, donc le Premier ministre turc allait rendre visite à Sarkozy, une visite officielle, lors duquel on allait signer des accords commerciaux qui sont mesurés par des milliards d'euros. Alors les Turcs ont dit, oui d'accord, on va signer cet accord, mais vous avez d'autres concurrents, pour qu'on puisse venir vers vous, faites-nous un geste. On veut la tête de Ali Dogan et d'autres gens. Quand tu travailles un sans-papier, au lieu que les autres, ils y payent 100 €, et qu'est-ce qu'ils vont te proposer à toi? 40 €. Parce qu'ils savent que tu n'as pas de papiers. Tu es obligé d'être d'accord, parce que tu es obligé de payer ta maison, tu es obligé de manger ta nourriture, tu es obligé d'être d'accord. Il faut revoir les choses. Au lieu d'expulser ces sans-papiers, d'ailleurs qui ont travaillé 8 ans, 9 ans ici, sans bénéficier aucune cotisation, et qui laissent tout dans la caisse de l'État, et partir dans le pays d'origine, reprendre là-bas à zéro encore. C'est des moments où il faut trouver des boucs émissaires. Donc, il y a eu les Juifs pendant très longtemps, et avec les conséquences qu'on a vues dans les années 30, les Tziganes. Et aujourd'hui, c'est les étrangers.
Donc c'est à cause de la crise, c'est à cause d'eux qu'on n'a pas de boulot, c'est à cause d'eux qu'on a des problèmes, c'est leurs enfants qui sont délinquants. Mais bon, tout ça c'est une construction bien sûr, quoi. La France, on ne peut plus dire que c'est une terre d'asile. Le droit d'asile, il est bafoué. Il y a des gens qui sont renvoyés dans leur pays alors qu'on sait qu'ils vont se faire massacrer en arrivant, quoi. C'est très difficile d'obtenir l'asile politique maintenant. Donc il n'y a plus de France des droits de l'homme et compagnie, quoi. Alors les sans-papiers, parfois quand ils sont interviewés ou quand ils prennent la parole en public, ils rappellent ça. Est-ce que c'est ça la France des droits de l'homme? Ben non, c'est plus ça. Miséria. Miséria, miséria. Miséria, miséria. Steven, Simona, Tinito, Zlatka y sus padres pueden ser expulsados en cualquier momento. Non, on veut pas partir. Non, on veut pas partir en Bulgarie parce que on veut pas partir en Bulgarie, on veut rester ici. Mehmet pasó 3 semanas en cárceles francesas. A la espera de un juicio, tiene que presentarse cada semana a la policía. Alors, je me pose la question maintenant, est-ce que j'ai bien fait de venir en France? Est-ce que j'aurais pas pu aller ailleurs? Parce que la France m'a traité d'une manière lâche, donc j'étais devenu en fait une marchandise. Pourtant, les valeurs universelles de la France, c'est pas ça. Donc, c'est apporter la justice dans tous les sens, hein, la justice sociale et donc égalité, fraternité, etc. Donc, apporter ces valeurs partout dans le monde. Eh bien non, toutes ces valeurs universelles sont mises au placard et avant tout, c'est des intérêts commerciaux qui arrivent. C'est ça, la vie des sans-papiers, c'est par rapport aux difficiles, par rapport aux autres. La vie des sans-papiers, c'est quelque chose que toujours on t'est... Voilà, on t'est écrasé, quoi. Parce qu'il sait que tu n'as pas le choix. Voilà. Tous ces sans-papiers qui ont quitté en Amérique latine, qui ont quitté l'Afrique, qui ont quitté l'Asie pour venir en Europe, pour chercher un monde meilleur, on doit se battre pour nos droits. On doit se battre pour nous faire entendre par les puissants de ce monde. Se battre aussi, c'est-à-dire avec l'intelligence, pas avec la violence. Esta es una de las historias del norte, una historia de hoy y de las que poco se cuentan. Una historia de Francia después de 30 años de neoliberalismo, sistema que pretende ser el único modelo posible. Il y a un salto para atrás,
to homeless city. Como lo ilustra Francia, el neoliberalismo se desarrolla desconstruyendo los avances sociales y se mantiene gracias al miedo y al control. Libertad, igualdad, fraternidad siguen grabados en los monumentos públicos, pero cada día contrastan más con la realidad. Sin embargo, esta historia no termina aquí. El presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, anunció que aviones militares de su país ya sobrevuelan espacio aéreo libio. 2 meses después de nuestro regreso a Venezuela, Sarkozy anunciaba el inicio de la intervención en Libia. Disfrazada de defensora de derechos humanos y de libertad, Francia lidera una coalición imperialista en resonancia con su pasado colonial. Estos ideales de libertad, de igualdad y de fraternidad no encajan como lema de la Francia neoliberal. A pesar de la resistencia de los que tratan de mantenerlos vivos, Francia vive definitivamente un gran salto para atrás. Pero los ideales no tienen nacionalidad, atraviesan fronteras y cambian de mano, hacia nuevas esperanzas y nuevas construcciones colectivas. Es aquí, lejos de Francia y lejos del primer mundo, que estos ideales dan una vez más grandes saltos para adelante. Aujourd'hui, juste au retour des choses, c'est de l'Amérique latine que viennent beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, et donc l'espoir renaît un peu pour la gauche et pour les sociétés européennes. Et donc des initiatives qui peuvent avoir lieu dans un pays comme le Venezuela sont pour moi porteuses d'espoir et j'espère que ça pourra faire comprendre aux gens qu'on n'est pas dépendant des marchés financiers comme ce qu'on veut nous le faire croire. L'expérience latino-américaine, notamment Venezuela, Bolivie, Cuba et Équateur, sur des formes différentes, moi je pense qu'un jour ou l'autre, elle s'imposera comme quand même un modèle de référence. Ce qui est importable en Europe, d'Amérique latine, c'est l'idée que c'est le politique, l'instance politique qui doit être au poste de commandement, pas l'économie, pas la finance. L'Amérique du Sud est l'unique exemple que nous avons dans la période du début du XXIe siècle d'un endroit où une alternative progressiste apparaît par rapport au modèle néocapitaliste. En Amérique latine, ce qui me semble formidable, c'est qu'il y a cette énergie-là du construire quelque chose, qu'il n'y a pas ici.